Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment élaborer le CV magique. Aujourd'hui votre CV est votre outil de communication et votre outil de branding envers les recruteurs. Un recruteur ne vous connaît pas, il ne vous a jamais vu, donc il va se faire une idée de tout votre parcours académique et tout votre parcours professionnel juste avec ce format A4. Donc c'est pour ça qu'il faut le soigner et l'optimiser de la meilleure façon possible. Alors première étape, la carte de visite. Sur la carte de visite, on retrouve votre nom et votre prénom. Il ne faut pas que ce soit écrit trop gros parce que ce n'est pas votre nom et votre prénom qui va faire que vous allez être recruté. Donc ça ne sert à rien de mettre l'accent dessus et de gaspiller de la place avec ces éléments-là. Le poste que vous recherchez, c'est-à-dire après ça dépend si vous cherchez un poste en alternance, un poste en CDI, il faut afficher clairement l'objectif de votre recherche d'emploi pour permettre au recruteur tout de suite de savoir s'il y a effectivement une résonance entre le besoin et la demande. Vous avez ensuite une chose très importante, et ça je vais vraiment insister dessus, vous devez absolument mettre une photo professionnelle. Une absence de photo enlèvera une absence de réponse. Il y a une corrélation entre ces deux éléments-là. Pourquoi? Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, nous remarquons que dès qu'une personne ne met pas une photo sur ses réseaux sociaux, il engage un manque de confiance. Donc on a du mal à échanger avec cette personne, on a du mal à l'accepter dans notre réseau professionnel. Et sur le CV, aujourd'hui, si on n'avait pas de photo, ça peut être aussi connoté comme un manque de confiance. Donc il faut faire attention à ça et quoi qu'il arrive, mettre une photo de vous pour que le recruteur puisse vous identifier et on va dire commencer à créer une relation avec vous. Mais quand je parle de relation, ça veut dire que votre photo doit être professionnelle. Une photo, c'est simple. Vous ne devez pas mettre une photo qui ressemble à une photo de garde à vue. Vous ne devez pas mettre une photo, on va dire, une photo de tous les jours où vous êtes en vacances, où vous êtes avec votre famille. Vous devez avoir une photo avec un fond neutre ou un fond professionnel mais flouté. Et vous devez avoir une perspective. Une perspective, c'est juste se tourner comme ça, voilà, son torse sur le côté, le visage devant l'objectif, un sourire, et là vous avez une belle photo. Le sourire contamine les gens. Le sourire appelle l'empathie. Si vous ne souriez pas sur une photo, vous enlevez de l'empathie avec le recruteur. Donc la photo, ça paraît comme ça être un élément un peu dérisoire, mais c'est un élément très important en tout cas sur le CV et sur la partie carte de visite. Autre partie de la carte de visite très importante, votre adresse, vos coordonnées et surtout votre âge. Souvent, je vois souvent sur des CV l'âge et la date de naissance. Choisissez l'un des deux formats mais pas les deux. Moi je vous conseille de mettre l'âge directement, c'est plus simple. Après c'est un CV qui a mal vieilli mais normalement aujourd'hui on le réactualise, mettez la date de naissance. L'adresse. L'adresse est problématique parce qu'elle génère énormément de discrimination. C'est partie des facteurs les plus discriminants sur un CV et les recruteurs sont très regardants sur ça, surtout en région parisienne. Donc si votre domicile est loin du lieu dans lequel vous postulez, je vous recommande ou de ne pas mettre votre adresse, ce ne sera pas un facteur bloquant malgré ce qu'on peut penser, ou mettre une adresse d'un proche qui habite plus près du lieu. Et ensuite, effectivement, il y a aussi des zones catégorisées zones sensibles. Malheureusement, certains recruteurs aujourd'hui sont influencés par ces zones-là, donc je vous déconseille de mettre votre adresse si vous faites partie d'une zone sensible. Deuxième étape, l'expérience professionnelle. L'étape la plus importante du CV. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où vous avez un résumé de carrière. Et le résumé de carrière, c'est ce qui va le plus interloquer le recruteur. Donc c'est pour ça que cette partie-là, il faut faire en sorte d'encore plus la soigner, d'être encore plus clair, d'être encore plus transparent, mais surtout d'y accorder le plus de place sur votre CV. Parce que le CV a une ergonomie, et c'est vrai que plutôt que de gaspiller de la place pour des éléments qui ne sont pas importants, mettez plus de place sur les éléments comme l'expérience professionnelle qui sont très importants. Donc pour moi aujourd'hui, il y a plusieurs façons de présenter ces expériences professionnelles. Vous avez la façon chronologique, qui est la façon classique, c'est-à-dire vous mettez toutes vos expériences. Moi, ce que je vous conseille, ne mettez pas toujours toutes vos expériences. Mettez des expériences qui sont pertinentes par rapport au poste cible, parce que mettre parfois une expérience qui date d'il y a très longtemps et qui n'a rien à voir avec votre cible, ça peut juste vous enlever des lignes de votre CV et pas envoyer le beau message au recruteur. Et c'est vrai qu'un CV spécialisé, même si on rajoute un peu de polyvalence, c'est quand même mieux qu'un CV où il y a trop de polyvalence et trop de spécialité. Donc attention à ce facteur-là. Ça, il faut vraiment ludifier et bien choisir ses expériences. Et c'est pour ça qu'un job étudiant, lorsque vous avez 10 ans d'expérience, ça ne sert strictement à rien de le mettre. Déjà, cette partie-là, il faut vraiment faire un design plutôt épuré de votre expérience. Il faut envoyer une carrière, on va dire, plutôt saine à votre recruteur. Vous avez une deuxième façon de faire votre CV par les expériences professionnelles, vous avez la façon du CV par les objectifs. Ça veut dire que ce que vous pouvez faire, vous pouvez expliquer ce que vous avez réalisé, quel objectif vous avez accompli sur chaque expérience, en mettant des données, qualitatives ou quantitatives. Et ces données-là sont très importantes pour le recruteur parce qu'il projette votre CV sur un CV performant. Et du coup, il va vous rattacher la performance et en général, ces CV-là attirent plus que les autres. Troisième façon de faire des CV, qui est plutôt contemporaine là pour le coup,
c'est le CV par projet. C'est-à-dire que souvent dans certaines entreprises, vous travaillez sur un portefeuille projet, un ou plusieurs projets, et sur votre CV, il faut expliquer sur quel projet vous avez travaillé, de quelle façon, quel a été votre rôle, quelles ont été vos interactions, vos itérations, et toutes ces choses-là vont permettre de montrer que premièrement vous maîtrisez votre projet, qui est très recherché aujourd'hui, et seulement aussi que vous maîtrisez le multiprojet. Donc gérer plusieurs portefeuilles projets aujourd'hui, ça permet de voir que la transversalité est maîtrisée et que vous êtes capable d'emmagasiner une grande charge de travail. Donc si vous voulez, il n'y a pas de bonne réponse sur quel format adopter. Tout dépend de votre carrière, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de votre cible, mais faites en sorte par rapport au poste auquel vous postulez de parler le même langage que le recruteur. C'est très important. Quel que soit le CV que vous choisissez, qu'il soit chronologique, par objectif ou par projet, vous devez absolument mettre l'expérience la plus récente à l'expérience la plus lointaine. Respectez bien cet ordre-là. Troisième partie, expérience académique, plus communément appelée formation. Pourquoi je dis expérience académique? Parce qu'aujourd'hui, un CV où il y a juste écrit les formations qu'on a passées n'a pas une valeur supplémentaire par rapport à notre CV, parce que tout le monde le fait. Par contre, aujourd'hui, si vous voyez votre formation comme une expérience académique, c'est-à-dire que sur chaque diplôme que vous avez passé, chaque formation que vous avez faite, et souvent aujourd'hui la mode est à l'école de commerce, vous devez expliquer quelles sont les expériences que vous avez vécues. Si vous avez participé à des concours, si vous avez pitché devant un concours d'éloquence, enfin toutes ces expériences, on va dire tous ces workshops auxquels vous avez participé, il faut savoir les valoriser sur votre expérience académique et montrer que vous n'avez pas simplement suivi un cursus pour passer un diplôme, mais vous avez passé un cursus tout en ayant une vie très dynamique. Et que cette vie dynamique académique a indirectement une corrélation avec votre vie dynamique professionnelle. Et montrer justement que tous ces skills que vous avez justement acquis durant cette expérience-là vous servent aujourd'hui comme un élément fort sur votre expérience. Quatrième étape, skills et compagnie. C'est pour toutes les petits apartés du CV. Donc premièrement, vous avez les centres d'intérêt. Alors centre d'intérêt, attention, c'est aussi assujetté fortement à des biais de perception. Donc attention à ce que vous mettez. Mettez des choses qui sont utiles aussi par rapport au poste auquel vous visez. Donc n'oubliez pas que vos hobbies sur un CV, ce n'est pas fait pour raconter votre vie au recruteur, et c'est fait pour vous rendre intéressant. Donc si vous mettez des choses comme voyage, lecture et que voilà, vous n'êtes pas un grand lecteur et que vous n'avez pas fait de gros voyages, ne mettez pas ces choses-là. Mettez des choses qui ont un intérêt. Moi, ce que je vous propose sur un CV pour lui donner plus de valeur, si vous avez une activité associative, il faut bien le mentionner parce que ça vous donne une expérience professionnelle, c'est une expérience cachée et ces skills-là sont toujours valorisables en tout cas pour un recruteur. Vous avez ensuite les connaissances informatiques, linguistiques, ça il faut bien le préciser parce qu'elles sont très importantes. Surtout en France aujourd'hui, les capacités linguistiques, si vous êtes bilingue, si vous êtes sur un niveau conversationnel, il faut le mettre. Par contre, toujours le mettre avec des données communes, ça veut dire qu'il faut mettre si vous avez un niveau A1, B1, C1, etc. Il faut vraiment mettre une norme que tout le monde connaît parce que mettre un anglais opérationnel, un anglais conversationnel, ça ne veut rien dire pour des recruteurs. Si vous avez un résultat auto-week, mettez votre résultat auto-week, mais mettez toujours un indicateur pertinent, ça montrera on va dire votre professionnalisme. Les capacités informatiques ou numériques, ça veut dire la maîtrise de certains logiciels, comme les logiciels de PAO. Celles-là sont très intéressantes, mais attention, mettez bien s'il vous plaît dessus un système de pondération, parce que dire que je maîtrise Photoshop sur un CV, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment mettre quel est votre niveau d'expertise sur chaque logiciel. Pour ne pas faire perdre de temps aux recruteurs, pour ne pas vous perdre du temps, parce que si vous postulez un poste où il y a une très grande dimension technique et que vous ne pouvez pas assumer cette grande dimension technique, vous faites perdre du temps à tout le monde. Donc c'est pour ça, soyez le plus précis possible sur cette partie-là. Vous avez après les petits à côté, donc les skills de personnel. Aujourd'hui, est-ce que vous avez du talent sur la prise de parole en public? Est-ce que vous avez du talent sur du relationnel? Est-ce que vous avez du talent sur l'organisation? Enfin, tous ces points forts, vous devez aussi les mettre en avant. Pareil, encore une fois, alors c'est un peu moins la mode aujourd'hui, mais ça marche toujours, avec un système de pondération. C'est-à-dire montrer aujourd'hui quel est votre skills le plus fort. Voilà, parce que si vous postulez un poste de commercial, si vous postulez un poste dans le digital, on va rechercher des skills différents, très important. Et après, il y a toujours des petits trucs en plus. Le petit truc en plus, c'est voilà, est-ce que j'ai mon permis? Est-ce que j'ai fait des formations à côté pour l'expérience académique comme les MOOCs que je peux suivre en ligne? Enfin, aujourd'hui, tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous pouvez valoriser sur un CV, mais surtout, il faut bien savoir mettre la priorité, très important. Quelques petits tips pour finir. Vous devez vraiment considérer votre CV, encore une fois, comme votre plus grand outil de communication et votre meilleur ami pour trouver un emploi. Vous ne devez pas oublier que déjà, chercher un job, c'est déjà un job. Donc ça, il faut bien mettre ce mindset dans votre tête pour pouvoir avancer de façon plus professionnelle et y consacrer du temps tous les jours parce que plus vous y consacrerez du temps et plus vous débloquerez justement des entretiens et c'est le but du CV magique. Ensuite, attention à des petites erreurs que je vois souvent. Le CV, ne l'envoyez jamais au format Word, un format PDF non modifiable, parce que sur les ordinateurs, ça peut modifier votre design si vous avez un CV plus créatif qu'un autre. Donc attention à ça.
Et bien évidemment, surtout, faites toujours relire votre CV au moins une fois. Très important, parce que envoyer un CV avec des fautes d'orthographe, ça ne pardonne pas. Même si effectivement certains d'entre vous pensent que les fautes d'orthographe, c'est pas ce qui définit certaines compétences, sur un CV, n'oubliez pas, on a un biais de perception qui est ce que je lis et ce que vous êtes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors il y aura une autre série de vidéos pour suivre un peu justement l'après-CV magique, donc le protocole d'entretien, l'entretien avec le recruteur. Et bien évidemment, vous aurez accès en description au livre blanc CV magique qui vous permettra d'approfondir tout ce qu'on a déjà vu sur cette vidéo. Merci.